au fonctionnement d'une entreprise et à ses codes. Et les interventions de ce matin sont là aussi pour nous rappeler que les chefs d'entreprise sont assez clairs sur l'accompagnement des jeunes. Ils veulent d'abord des jeunes qui puissent s'intégrer dans le monde de l'entreprise avec ses codes et la culture d'entreprise. La formation, ce n'est pas le plus compliqué pour eux, c'est surtout avoir des jeunes qui soient prêts en fait, à s'intégrer dans ces dispositifs. Et enfin, c'est développer les savoirs et compétences de base dans le numérique. Et on l'a vu encore avec la crise de Covid, comment la dimension digitale est venue, je veux dire, nous rappeler combien il était important, en tout cas, d'accompagner ces jeunes aussi sous ces dimensions numériques. L'avant-dernière étape, c'est la signature d'un contrat avec un chef d'entreprise. Donc, c'est permettre aussi aux jeunes de développer sa capacité à se présenter, à valoriser son projet professionnel et également à sensibiliser, former les maîtres d'apprentissage à l'accueil des jeunes, qui rencontrent des difficultés sociales, familiales ou en situation de handicap. Et enfin, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle l'étape post-sortie. C'est permettre de sécuriser les parcours du jeune, donc de le suivre dans la durée, de repérer les jeunes en risque de rupture, les accompagner dans la résolution éventuelle des difficultés qu'ils peuvent rencontrer et de soutenir et médiatiser la relation entre le chef d'entreprise et l'apprenti au sein de l'entreprise. Et en cas de rupture, préparer la suite de parcours, parce que ça peut arriver, une rupture de contrat, et permettre aux jeunes de pouvoir trouver une issue favorable à son parcours. Donc, pour ce faire, on a des contenus éducatifs et pédagogiques qui ne bougent pas, en fait, qui sont pour nous les invariants. C'est la notion de parcours personnalisé du jeune avec un référent unique et la contractualisation de ce projet personnalisé avec le jeune. C'est aussi des supports pédagogiques qui sont tournés vers le digital. C'est une approche pédagogique basée sur des blocs de compétences. C'est l'accompagnement personnalisé et renforcé. C'est la rencontre avec le monde de l'entreprise via des témoignages, des ateliers avec les chefs d'entreprise pour les accompagner au mieux. Et enfin, la description opérationnelle de notre projet, donc c'est un projet qui dure de 1 à 10 mois, qui s'adapte aussi en fonction des difficultés que rencontre le jeune. Donc, c'est un parcours qui peut être plus ou moins long. Vous l'aurez compris, plus long pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi. Donc, pour nous, les parcours sont modulaires. Donc, on accompagne les jeunes sur pas mal de modules. Donc, ça part des modules numériques, ça part aussi de la construction de projets. C'est aussi l'accompagnement avec un pôle éducatif et de psychologues pour accompagner au savoir-être en entreprise, pour pouvoir avoir une association entre le CFA et l'entreprise qui accueille qui soit la plus optimale que possible. Donc, pour entrer en contact avec nous, on est situé à l'Espérance Patronage Saint-Louis, sur la route de Châteauboeuf. Donc, deux interlocuteurs privilégiés pour la mise en relation avec les jeunes. C'est Catherine Foucan, qui est la coordinatrice des dispositifs de remobilisation, et Jordan Escripo, qui est le conseiller emploi-formation, qui accompagne à la fois les chefs d'entreprise et les jeunes dans la démarche de l'apprentissage. Merci beaucoup, M. Dassy. Donc, la prépa apprentissage, ça s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans et c'est véritablement un accompagnement. Vous les aidez à grandir et à s'orienter au niveau de leur projet s'il n'est pas bien défini. Et l'objectif, c'est vraiment de les aider à s'insérer professionnellement dans la vie active. C'est complètement ça, avec une précision, c'est que nous, on a un parti pris qui est celui d'accompagner les jeunes les plus éloignés de l'emploi, parce qu'eux aussi, ils ont aussi droit à être accompagnés sous cette démarche de l'apprentissage. Donc, on travaille aussi bien que les missions locales, que le RSMA, en fait, on est un partenaire, en tout cas deux partenaires, et comme on m'a dit, on se situe au premier étage de la fusée pour permettre à ces jeunes qui rencontrent le plus de difficultés d'être accompagnés au mieux. Merci, M. Dassy, pour cette transition, puisque nous allons continuer avec la mission locale Sud, notamment Mme Valide, qui va nous présenter le rôle de la mission locale et l'accompagnement qu'ils mettent en place pour ceux qui souhaitent s'orienter vers l'apprentissage. Voilà.
Donc, je vais quand même déjà commencer. Merci et bonjour à tous et toutes celles qui nous écoutent. Je vais d'abord expliquer ce que c'est qu'une mission locale, le rôle d'une mission locale. Donc, l'objectif, bien entendu, c'est de renforcer l'accès à l'autonomie du jeune en répondant à ses besoins, ses attentes, donc sur plusieurs champs, hein. Donc, celui de l'emploi, la formation, la qualification, l'accès aux droits sociaux, de la citoyenneté, la participation aussi sur les logements, la santé, le transport, la mobilité, le sport, la culture, en fait, tout ce qui, globalement, pourrait être un frein à l'insertion professionnelle et sociale du jeune. Donc, l'accompagnement à l'élaboration du parcours d'insertion sociale et professionnelle du jeune est assuré par des professionnels qui développent une écoute active des jeunes. Donc, ce sont nos 12 conseillers référents qui sont sur les 12 communes de l'espace sud qui accompagnent individuellement nos jeunes. Il est important pour un jeune qui souhaite intégrer un parcours d'apprentissage de s'inscrire à la mission locale. Pourquoi? Parce que ça lui permet d'accéder à l'ensemble de l'offre de services de la MIL Sud. Donc, on parle d'accès aux dispositifs d'insertion, PASSEIA, Garantie Jeunes, aux aides financières du PASSEIA, de ce même dispositif, du Fonds d'aide aux jeunes, encore l'accès aussi aux actions sociales, puisque nous avons des cartes de transport de Sudlib, puisque nous avons des partenariats qui nous permettent d'accompagner les jeunes, ou encore des recherches, l'aide aussi à la recherche de stages par le biais des PMSMP, qui permettent effectivement aux jeunes de découvrir un métier, de se conforter dans ce projet professionnel. Donc, c'est simple, hein. Pour s'inscrire, le jeune devra se rendre sur les différents lieux où nous avons des accueils sur les 12 communes de l'espace sud avec les pièces administratives suivantes. Donc, justificatif de domicile, parce que c'est en fonction du lieu d'habitation du jeune. Il a un conseiller attitré. Copie de la pièce d'identité, relevé de notes, diplôme, parce que ça nous permet de mieux l'accompagner, d'élaborer son projet. Son RIB pour bénéficier, bien entendu, des aides, son CV à jour, même si nous l'accompagnons dans l'élaboration de ce CV, numéro d'identifiant de Pôle emploi, puisque nous travaillons en partenariat avec le Pôle emploi, et puis l'autorisation parentale, puisque s'il s'agit de mineurs. L'accompagnement du jeune dans son projet professionnel. Il s'agit pour nous d'une action importante. Nous mettons en place cette action, ce plan d'action nous permet de répondre aux problématiques de préparation à la sélection de nos jeunes apprentis. C'est vrai que nous avons eu à l'instant effectivement Monsieur Dassy. Nous travaillons beaucoup avec cet établissement, avec d'autres établissements, centres d'apprentissage, où nous proposons des ateliers constructifs pour aider le jeune dans l'élaboration de son projet professionnel. Nous donnons aussi des outils. Donc, la MIL Sud met en place cet accompagnement personnalisé vraiment en faveur des jeunes apprentis. Ces ateliers ont pour but de permettre aux jeunes de comprendre qu'une recherche d'emploi est sous-tendue par un projet professionnel. Un jeune qui véritablement a envie de se lancer vers l'apprentissage doit vraiment d'abord élaborer un vrai projet professionnel. Son CV, on le dit tout le temps, hein, c'est quand même l'image du jeune, doit refléter effectivement ses compétences, ses qualités, bien entendu, toujours en cohérence avec son projet, comprendre l'importance d'une posture, de la posture du jeune. Donc, il nous apparaît vraiment opportun de permettre à tous ces jeunes de découvrir des métiers en tension par le témoignage de professionnels lors des différents ateliers et encore lui présenter l'offre de services de la mission locale, mais aussi des institutions liées à son insertion sociale ou professionnelle. Donc, ces ateliers, en général, ce sont des prestations sur 4 demi-journées où nous présentons l'offre de services de la MIL Sud avec les modalités d'accompagnement, un suivi de coaching motivationnel qui permet d'agir sur la performance et la motivation du jeune, des ateliers TRE lui permettant de construire son CV, sa lettre de motivation, ou encore nous faisons intervenir des institutions telles que la CGSS, la CAF ou le CLAGE. Des ateliers d'estime de soi et de bien-être. Nous savons qu'un jeune qui n'est pas bien socialement ne peut pas l'être professionnellement. Il nous apparaît quand même opportun d'agir sur cet aspect. Le compte personnel de formation, qui est important pour tout jeune qui souhaite se former et connaître effectivement, parce que c'est un outil non négligeable. Bilan de la semaine,
nous faisons intervenir aussi des professionnels. Hein. Nous revoyons ce projet professionnel. Ça nous permet d'entériner ou pas le jeune dans la recherche de ce contrat d'apprentissage. Donc, le partenariat avec les CFA, donc ils sont là. Chaque année, la MILSUD participe à plusieurs actions collectives programmées par ses partenaires. Des actions collectives qui sont pour nous des temps forts, hein, que nous souhaitons effectivement faire participer nos jeunes. Nous mettons en place des visioconférences avec ses partenaires. D'ailleurs, nous avons choisi de l'appeler les jeudis de l'information, où nos partenaires interviennent auprès de nos collaborateurs afin qu'ils soient plus à même de retransmettre l'offre de services de ces structures auprès de nos jeunes. Et puis, nous faisons la promotion des offres d'emploi des différents CFA auprès des jeunes de la garantie jeune. Merci, voilà. Merci Madame Daïd. Peut-être qu'on pourra compléter votre présentation avec un contact pour la MILSUD. Tout à fait. Alors, c'est vrai que je tiens à signaler que la MILSUD, nous avons une chargée de relations entreprises avec Madame Poulain qui s'occupe essentiellement et surtout de l'apprentissage. Donc, elle rentre en contact avec les différents CFA, participe et travaille en collaboration et c'est elle le lien direct avec les jeunes qui sont déjà au CFA. Alors, vous pouvez la joindre au 0596 38 27 80. Super, merci beaucoup. Merci. Et s'il y a quelque chose à retenir, c'est d'inciter les jeunes à se rapprocher des différentes antennes de leur mission locale, l'antenne la plus proche de chez eux. Tout à fait. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On va passer à Monsieur Herbil, un jeune qui décide de se former par apprentissage, qui a un projet qui est à peu près bien avancé ou pas spécial, pas plus que ça. Il décide de passer la porte d'un CFA. Quel accompagnement lui proposez-vous? Alors, quel accompagnement nous proposons? Effectivement, la première étape sera un entretien avec un conseiller, un membre de l'équipe pédagogique pour faire le point sur son projet professionnel. Il est important de comprendre pourquoi aujourd'hui l'apprentissage semble être une stratégie intéressante pour ce jeune. Quel est le métier qu'il vise? Quel est le secteur d'activité qu'il a envie de découvrir? Quelles sont les compétences qu'il souhaite développer? Donc, une fois qu'on a mené l'entretien, on va pouvoir travailler les outils de recherche en conséquence. Donc, le CV, la lettre de motivation. Et puis, c'est vrai qu'on parle souvent du CV, mais selon le métier visé et les entreprises que l'on va chercher à démarcher, on peut avoir 2 voire 3 CV qui vont justement à chaque fois chercher à mettre en lumière les compétences qui vont être pertinentes par rapport à l'entreprise que l'on va approcher. Donc, ça veut dire que si on va définir avec les jeunes une stratégie de recherche, où chercher, comment approcher en fait un potentiel employeur, ce sont des choses qu'on va pouvoir travailler avec le jeune. Et puis, en parallèle de sa recherche qu'il va mener directement, on pourra aussi le mettre en relation avec notre réseau d'employeurs qui, du coup, nous sollicite et aussi en recherche de profils. Pour aller vraiment plus loin dans cette démarche et mettre toutes les chances du côté du jeune, on va vraiment aussi mener, quand c'est nécessaire, une préparation à l'entretien. C'est vrai qu'on a des personnes qui vont arriver avec très peu d'expérience dans l'entreprise, juste les 2 stages découvertes obligatoires. Et c'est vrai que pouvoir mettre en avant des compétences, savoir se vendre, ce n'est pas évident. Et donc, dans ces cas-là, on organise des simulations d'entretien pour pouvoir les préparer. Alors, souvent, on oublie, mais un apprenti a des droits, mais aussi des devoirs. Donc, on prend le temps également, avant que le contrat ne démarre, d'expliquer tous les devoirs de l'apprenti. C'est vrai qu'il y a une rémunération qui peut être justement intéressante pour faciliter l'autonomie du jeune, mais ça implique une présence à la fois en entreprise, mais aussi en cours et effectivement des devoirs. Donc, ce sont des choses qu'on va rappeler avant le contrat. Et puis, on spécifie aussi les interlocuteurs, à quel moment solliciter l'établissement, à quel moment solliciter son tuteur entreprise et à quel moment éventuellement être en contact avec le pro ou effectivement aussi la mission locale quand c'est un jeune qui est suivi par la mission locale. Une fois que le contrat est signé, eh bien, en fait, le jeune va être suivi tout au long de sa scolarité. Alors, nous, on a des formations qui sont de niveau bac, donc qui peuvent se faire en 12 mois, ou de niveau bac plus 2, 2 ans, ou bac plus 3, mais en 1 an. Donc, tout au long de la durée du contrat, le jeune dispose d'un carnet de liaison qui va lui permettre de notifier les sujets qui sont abordés durant sa formation et pour lesquels
phase pratique, je dirais, ou en tout cas d'observation, de mise en pratique qui est nécessaire, et permettre aussi du coup aux tuteurs entreprises de comprendre quels sont les savoirs qui sont amenés et comment les exploiter au sein de sa structure à travers ce jeune-là. Donc, pour pouvoir être sûr que tout se déroule de la manière la plus fluide possible, on aura des entretiens de suivi avec le tuteur en entreprise régulièrement pour s'assurer que le jeune a l'encadrement qu'il lui faut et aussi que le tuteur a les informations qu'il lui faut pour bien encadrer le jeune. Pour du coup être, je dirais, complet dans l'accompagnement, il y a aussi des réunions les formateurs puissent nous informer des éventuels risques de décrochage ou peut-être des jeunes qui pourraient avoir des difficultés, qui pourraient nuire à l'apprentissage, des difficultés qui ne sont pas forcément liées à la scolarité à proprement parler, mais qui peuvent être liées à des difficultés personnelles qui doivent être portées à notre connaissance pour pouvoir justement agir. Je prends le cas notamment de personnes qui sont en situation de handicap, qui parfois ne vont pas forcément déclarer, et les partenariats avec des structures comme D2AH peuvent être intéressants aussi pour pouvoir mettre le suivi nécessaire. Donc, on a vraiment un accompagnement individualisé. Et pour aussi faciliter, je dirais, nos démarches d'accompagnement, on met en place des enquêtes de satisfaction régulières, anonymes, pour justement pouvoir aussi avoir des informations sur peut-être les rythmes de formation, le déroulement de certaines matières ou même les manquements que l'on pourrait avoir ou les points d'amélioration pour être sûr que les jeunes qui passent par chez nous bénéficient d'un accompagnement vraiment et une disponibilité qui soit toujours optimale. Et le fait d'avoir tous ces outils va nous permettre, on l'espère en tout cas, d'avoir des informations pas trop tardivement, pour pouvoir réaliser des aménagements quand c'est nécessaire. Alors malheureusement, malgré tout cela, il peut y avoir des moments où un contrat peut être rompu. Et dans ces cas-là, c'est important de faire un point à la fois avec l'entreprise, mais aussi le jeune pour comprendre ce qui s'est passé. Il est important de travailler sur la confiance en soi parce qu'il ne faut pas que cet échec puisse démotiver l'apprenti. Donc, on va vraiment, quand c'est nécessaire, refaire un point sur les compétences qui ont été acquises jusque-là, sur les notions qui sont intéressantes à mettre en avant, mettre en place une nouvelle stratégie de recherche, comprendre du coup peut-être est-ce qu'il faut viser un autre secteur d'activité, est-ce qu'il faut viser un autre type de métier, renforcer la préparation à l'entretien pour que toutes les chances soient mises de son côté, et puis continuer à solliciter notre réseau d'employeurs potentiels pour qu'ils puissent retrouver rapidement dans les 6 mois un contrat. Merci, Monsieur Herbil. Donc, effectivement, le jeune qui pousse la porte d'un CFA bénéficie d'un véritable accompagnement avant d'intégrer le CFA et l'entreprise, pendant et, comme vous l'avez souligné, en cas de rupture, puisque vous continuez à accompagner les jeunes pendant 6 mois après une éventuelle rupture de contrat, puisqu'on espère qu'ils n'en arriveront pas là. Exactement. Super. Merci beaucoup. Je propose de passer la parole à Madame Marie-Odile Joseph Rose du D2H qui va nous parler des jeunes et des moins jeunes en situation de handicap et qui se sont orientés vers l'apprentissage. Bonjour à tous et à tous. Donc, effectivement, le dispositif d'accompagnement pour les apprentis en situation de handicap, comme vous l'avez dit, est un dispositif qui est à destination des apprentis ou des personnes qui souhaitent s'orienter vers l'apprentissage, mais qui sont âgées de 16 à plus de 25 ans, plus de 30 ans, car la personne la plus âgée que nous avons pu accompagner avait 57 ans. Donc, le dispositif D2H, c'est un dispositif qui existe depuis septembre 2017. C'est un dispositif qui est déployé sur le territoire et qui intervient au sein de l'ensemble des CFA qui sont sur la Martinique. Donc, ce dispositif, c'est un dispositif qui est piloté par l'URAS, l'Union régionale des associations de services sociaux et sanitaires. Il est financé par la GFIP, le FIP, le FSE et la CTM. Donc, ce dispositif a vraiment pour vocation d'accompagner toute personne en situation de handicap déclarée ou non déclarée qui souhaiterait s'orienter vers l'apprentissage. Comme vous le voyez, effectivement, quand on est en situation de handicap, on a tendance à se dire « oui, l'apprentissage, ce n'est pas fait pour moi », mais comme nous, on intervient sur le territoire, on se rend compte qu'après un accompagnement vraiment individualisé et renforcé, on a effectivement un taux de réussite qui est de 79,1%. avec des personnes qui sortent de promotion, majeures de promotion, avec des mentions bien, très bien. Donc, comment ça se passe effectivement sur le dispositif? Quand une personne en situation de handicap déclarée ou pas
décide de s'orienter vers l'apprentissage, elle peut venir tout simplement s'orienter, en tout cas venir directement taper à la porte du D2AH et demander à être accompagnée. Sinon, nous avons effectivement des partenariats avec des acteurs du territoire qui sont également des prescripteurs. Donc, ce sont les missions locales, le Pôle emploi, nous avons effectivement le Foyer de l'Espérance, nous avons les ULIS, les IMPRO, les DIMA. Donc, on a vraiment un ensemble de prescripteurs sur le territoire qui peuvent nous orienter, les personnes qui souhaitent s'orienter vers l'apprentissage. Donc, le dispositif, afin de pouvoir accompagner une personne, il est avant tout important pour nous de poser un diagnostic parce que, comme vous l'entendez bien, une situation de handicap doit être incluse dans le projet professionnel de la personne. Donc, il y a d'abord un entretien diagnostique qui est fait au niveau social parce qu'on a constaté qu'il y a effectivement les freins sociaux qui peuvent vraiment avoir un impact sur le projet professionnel. Cette situation sociale aussi peut être dégradée parce que la situation de handicap n'a pas forcément été bien prise en compte dans le projet. Donc, il y a d'abord effectivement ce diagnostic qui est fait au niveau de la situation sociale. Un diagnostic est fait également au niveau de la situation de handicap parce qu'il faut l'intégrer dans le parcours, que ce soit en formation ou encore en entreprise. Et au niveau à titre personnel également, puisque l'accompagnement est individualisé et couvre l'ensemble de ces champs. Il y a également aussi un diagnostic sur le projet professionnel, puisque bien souvent, on peut être animé par un projet professionnel et se rend compte par la suite qu'il n'est vraiment pas compatible avec la situation de handicap, ou encore qu'il faudrait peut-être mettre en place des aménagements, encore des adaptations spécifiques pour pouvoir compenser la situation de handicap durant le parcours professionnel. Donc, suite à cette première phase de diagnostic, il y a effectivement, quand cette personne elle est dans une démarche d'élaboration de projet, les entretiens qui sont faits avec la CIP, les immersions qui sont faites, que ce soit en entreprise, mais également en CFA, puisque le dispositif intervient dans l'ensemble des CFA. Et on permet aujourd'hui à une personne de pouvoir faire une immersion au sein du centre de formation afin de vérifier véritablement comment elle vivrait le fait de pouvoir se retrouver en formation, mais également en entreprise. Donc, de pouvoir vraiment vivre cette alternance entre les deux et de se dire, bon, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, parce que ça reste quand même un parcours qui reste, on va dire, très, très, très fatigant si la situation de handicap n'est pas vraiment prise en compte. Après, une fois que le projet a été validé, le bilan est fait, cette partie pré-apprentissage est abordée et on fait le bilan pour savoir effectivement si tout le projet est adapté à la situation de cette personne à tous les niveaux. Donc, pour faire ce travail, effectivement, le D2AH est quand même composé d'une équipe qui intervient sur ces différents champs. Il y a des assistants de services sociaux qui interviennent. Il y a également des chargés de relations d'entreprise et des conseillers en insertion professionnelle. Donc, l'ensemble des champs sont abordés dans cet accompagnement sur la partie pré-apprentissage, mais également dans l'autre partie. Donc, le dispositif, dans l'accompagnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il accompagne l'apprenti vraiment à tous les niveaux. Sur la partie entreprise, souvent, on se dit que non, un jeune ou moins jeune, quand il a une situation de handicap, il a envie, et des fois, pas envie d'en parler à son employeur. Le D2H est là pour lui faciliter le pas et lui dire ça serait peut-être mieux de déclarer cette situation, parce qu'une fois que la situation de handicap elle a été intégrée, comprise par l'entreprise, la personne qui souhaite s'orienter dans ce parcours, elle est mieux intégrée au sein de son équipe. Souvent, l'erreur est faite de ne rien dire à l'employeur, il est mis devant le fait accompli, et là, effectivement, on a des risques de rupture. On a des risques de rupture de la part de l'entreprise qui ne sait pas trop comment accompagner, mais là, on a également des risques de rupture de la part de l'apprenti, parce que tout simplement, son intégration n'a pas été vraiment bien préparée non plus et la compensation du handicap n'a pas été mise en évidence. Donc, nous accompagnons l'employeur dans toute cette partie-là à prendre en compte la situation de handicap. Nous l'accompagnons aussi pour lever les freins, en tout cas solliciter les aides et mesures à l'embauche et également pour pouvoir solliciter toutes les expertises qui ont lieu d'être sollicitées pour lui permettre de mieux aborder la situation de handicap. S'agissant du CFA, sachant que les CFA sont également, eux, prescripteurs. Donc, nous les accompagnons aussi dans notre partie diagnostic à pouvoir solliciter les adaptations pédagogiques qui sont nécessaires lors de la partie, en tout cas la partie pédagogique du jeune, notamment quand il doit suivre des cours, aménager ses cours, accompagner les formateurs à mieux prendre en compte la situation de handicap dans la partie pédagogique lors de la dispensation du cours. Au niveau de l'apprenti, comme je vous l'ai dit, nous sommes vraiment là au milieu afin de pouvoir coordonner ces différentes actions d'accompagnement de façon à ce que l'apprenti, il n'y ait pas de décrochage. Donc, on est là en train de faire le lien entre l'entreprise,
le CFA et à titre personnel, des fois privé, nous intervenons notamment pour lever toutes ces difficultés auxquelles ils seraient confrontés. Ça peut être des fois des difficultés financières, ça peut être les accès aux droits, ça peut être des accès au logement, ça peut être également les accès tout simplement à la reconnaissance en qualité de travailleur en situation de handicap. Parce que souvent les apprentis, comme on l'a dit au début de la présentation, la situation de handicap, elle n'est pas déclarée et pour pouvoir bénéficier vraiment vous bénéficier d'un accompagnement sur mesure. Et bien évidemment, le D2AH qui, on le rappelle, accompagne les apprentis en situation de handicap. Et il ne faut pas l'oublier, précisons que pour les personnes en situation de handicap, l'apprentissage, il n'y a pas de limite d'âge. De 16 ans à plus, vous pouvez intégrer une formation en apprentissage. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie beaucoup pour ces présentations qui sont fort intéressantes. Et je propose de clôturer notre conférence. Merci beaucoup, à bientôt.